C'est une nouvelle étude de l'INSEE qui va certainement faire parler. 3 économistes de l'Institut ont démontré qu'à travers les dépenses de santé et d'éducation, entre autres, une large majorité de Français est largement bénéficiaire du système de redistribution. Une conclusion qui n'étonnera peut-être pas les économistes, mais qui agaceront certainement quelques hommes et quelques femmes politiques. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Julien. Éditorialiste économique aux Échos et un papier justement dans les Échos de ce jour que vous signez sur le sujet. Est-ce qu'on peut d'abord, dans un premier temps, peut-être expliquer la démarche? Qu'est-ce que ces 3 économistes, finalement, ils ont calculé pour arriver à cette conclusion? Vous savez, depuis une quinzaine d'années, il y a une prise de conscience générale de la part des économistes et statisticiens qu'il ne suffit pas de mesurer des moyennes. Il faut aller au-delà, il faut chercher des informations sur le bien-être, il faut chercher aussi des informations beaucoup plus précises sur les inégalités. Arrêtez de calculer que des moyennes. Il faut des moyennes, mais il faut aller au-delà. Et donc, il y a toute une série de travaux qui ont été lancés. Il y a les travaux de Thomas Piketty, dont il a beaucoup été question ces dernières années, et qui a montré notamment qu'il y avait une envolée des très hautes rémunérations. Et c'était un éclairage important que nous n'avions pas encore. Et puis, il y a eu d'autres travaux qu'avait lancé Thomas Piketty et qu'ont repris beaucoup d'autres économistes, qui est l'idée, on a des comptes nationaux, vous savez, les comptes nationaux, c'est le PIB, c'est le revenu disponible des ménages, par exemple, qui n'a augmenté que de 0,2% l'an dernier. C'est une information importante, mais c'est une information très parcellaire. Et donc, on cherche à savoir par niveau de revenu, mais aussi par composition de la famille, par lieu d'habitation, voir comment les revenus évoluent de manière différenciée. C'est ce qu'on appelle les comptes nationaux distribués. C'est une branche qui est très animée depuis plusieurs années. Et donc là, ces 3 économistes de l'INSEE ont fait un travail très poussé qui allait au-delà d'une répartition simplement en dixièmes de revenus, avec des outils très larges et un travail statistique extrêmement sophistiqué et très compliqué. On ne va pas l'expliquer ici. Effectivement. Mais la conclusion, en tout cas, c'est que ce que l'on en comprend, c'est que plus le foyer est important, finalement, plus il bénéficie, on va dire, de prestations en nature de l'État. Et ça rentre nécessairement, finalement, aujourd'hui, dans cette réduction des inégalités. Oui, alors la première mesure des inégalités de revenus, puisqu'on parle des inégalités, il y a 10 000 inégalités, mais les débats sont souvent très vifs sur la question des inégalités de revenus. Effectivement. Avant, on mesurait simplement les inégalités de salaire. Et puis, ça ne suffit évidemment pas parce que il y a aussi les pensions de retraite, il y a les allocations de chômage, donc il faut regarder l'ensemble des revenus. Donc, on a regardé ça. Ensuite, ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi les prestations sociales. Il y a donc évidemment les pensions de retraite, il y a aussi les allocations familiales, il y a les indemnités chômage. Donc il faut intégrer tout ça dans la répartition des revenus. Non seulement et puis ensuite il y a les impôts qu'on paye, qu'il faut déduire de tout ça. Et évidemment selon les niveaux de revenus, on ne paye pas les mêmes impôts. Bien sûr. Et donc, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont rajouté en plus 2 postes de dépenses qui sont très importants et qui sont très socialisés en France, qui sont beaucoup payés par la collectivité, qui sont les dépenses de santé et les dépenses d'éducation. Et évidemment, quand vous n'avez pas d'enfants, vous ne profitez pas des dépenses d'éducation de la nation. Quand vous en avez 5, vous en profitez beaucoup, beaucoup plus. Et c'est important de regarder ça. Et donc, quand on regarde avant ces transferts qui sont faits par la santé, l'éducation et puis une partie des pensions qui sont versées, quand on regarde simplement les flux d'argent qu'on avait l'habitude de regarder, on avait un chiffre qui était, il y a à peu près un tiers des Français qui reçoivent davantage du système qu'ils ne lui versent. Et quand on intègre tout, cette proportion, elle passe de 1 tiers à près de 2 tiers, à 60%. Ça change complètement le regard qu'on a ou qu'on devrait avoir sur la mécanique de redistribution française. Et effectivement, c'est une réalité qui va complètement à l'encontre de la perception. Et ça peut effectivement en faire bondir plus d'un, en l'occurrence. Oui, alors ça, il y a un sondage qui avait été fait il y a 10 ans sur la question, mais sur ces sujets-là, les opinions évoluent tout de même très, très, très lentement. Il y avait 3 quarts des Français qui disaient « Ah ben non, moi je paye plus que je reçois du système ». Et donc, il y avait seulement 1 quart, même pas 1 quart, parce que parmi ceux-là, il y avait aussi ceux qui ne savaient pas. Et donc, il y a moins d'1 quart des Français qui estimaient recevoir davantage qu'ils ne versaient. Et en fait, c'est 60%.
Et donc, ça pose une question politique évidemment majeure. Hein. Bien sûr. C'est aussi qui a été très étudié ces derniers temps par les chercheurs, hein, qui est de savoir la différence entre les inégalités réelles et les inégalités perçues. Et donc, on voit qu'il y a souvent un océan entre les uns et les autres, et il y a un gros travail de pédagogie pour voir le monde tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on croit qu'il est. Qu'est-ce que ça dit, ça, finalement, aujourd'hui, un petit peu de notre modèle social français, qui, alors, politiquement, en tout cas, est souvent assez instrumentalisé? Est-ce qu'on se rend compte, finalement, peut-être à travers ce type d'indicateur, qu'il n'est pas si malade, comme on peut parfois l'entendre de certains responsables politiques, que cela? Oui, je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut en tirer. Je vais juste donner quelques chiffres, hein, pour montrer la richesse de l'outil, à quel point ça doit nous amener à voir le monde un peu différemment. Quand on regarde avant ces transferts, les couples sans enfants, ils ont 57% de plus de revenus qu'une famille monoparentale. Et après transfert, mais ils n'ont plus que 16%. Pareil pour les villes. Vous savez, on dit souvent les Parisiens, ils sont pleins de fric, et ailleurs, les autres, ils n'en ont pas. Alors, c'est vrai, dans le Grand Paris, le revenu avant tous ces transferts, il dépasse de 76% le revenu d'un individu, hein, dans une ville moyenne. C'est énorme, 76%. Mais quand on regarde après ces transferts, la différence n'est plus que de 30%. Et quand on connaît les prix du logement dans la région parisienne, on se rend compte que les écarts sont beaucoup moins grands que ce qu'on croyait. Un autre exemple, alors je vais donner avec des chiffres macro, hein, ça sera la dernière salve de chiffres. Les couples sans enfants, ils ont peu de dépenses d'éducation, ils ont 0 dépenses d'éducation. Donc, ils versent 76 milliards d'euros de plus qu'ils ne touchent. C'est énorme. Les couples avec 1 ou 2 enfants, ils versent encore 54 milliards de plus qu'ils ne reçoivent. En revanche, les couples avec 3 enfants ou plus, ils touchent 44 milliards de plus que ce qu'ils versent. Et les familles monoparentales, donc souvent, pour la plupart des cas, des femmes seules avec 1 ou plusieurs enfants, elles touchent 58 milliards de plus de prestations du système qu'elles ne versent d'argent. Et donc, on sait, hein, que la pauvreté, depuis ces dernières décennies, il y a un demi-siècle, la pauvreté, c'était les vieux, c'était les retraités. Maintenant, ce n'est plus le cas. On sait que la pauvreté s'est beaucoup développée chez les jeunes et chez les familles monoparentales. Et on voit que face à ce problème, alors on peut dire que le problème reste, et il ne faut absolument pas nier que le problème reste, mais qu'il y a des transferts massifs qui sont faits pour essayer de compenser ces différences de revenus et de niveau de vie. Pour amortir ces chocs au maximum. Un tout petit mot, mais en quelques secondes vraiment pour conclure, mais est-ce que finalement on peut mettre ça en parallèle avec tous les efforts de pédagogie que fait le gouvernement très récemment, avec notamment ce site là qui est sorti en même temps que la campagne des impôts, pour expliquer finalement un petit peu à quoi les impôts servaient, ce que pouvait coûter 1 kilomètre de route, ce que pouvait coûter effectivement une année scolaire en CE2 ou en 6e. Comment vous regardez ça finalement, là, ces efforts de pédagogie qui sont faits, de compréhension du système, et est-ce qu'il peut y avoir aussi à un moment donné des effets pervers avec ça? Moi, je crois que ces efforts, ils sont absolument nécessaires, hein, pour mieux comprendre, pour mieux juger. Je crois aussi que c'est très difficile de lutter contre ces biais, parce qu'on a tous des représentations, et même ces chiffres-là, ils vont frapper un certain nombre de gens, mais il y a beaucoup de gens qui vont continuer de croire comme avant et de raisonner comme avant. Et voilà, parce que je crois qu'on peut essayer de lancer un appel à essayer de regarder le monde tel qu'il est, même s'il n'est pas tel qu'on le pense. Exactement, avec des faits et des chiffres. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, papier donc que l'on peut lire dans les Échos du jour. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous, éditorialiste économique des Échos, aujourd'hui dans Boursorama sur